Voilà. Avant de bouger, connectez-vous, on va parler, on va traiter un petit sujet. Je ne sais pas s'il aura une bonne connexion. Parce que ma connexion commence à déconner là. Si la connexion n'est pas bonne, si elle n'est pas bonne, attendez. Bon, je vais vous faire écouter une vidéo parce que jusqu'à présent, il y a des probabos qui pensent que Laurent Gbagbo était un petit dieu. Vous allez écouter une petite vidéo. Comme ça, on va décortiquer. Voilà, écoutez ça. Écoutez, moi j'avoue qu'il y a un amalgame entretenu autour de ce dossier ivoirien qui me choque. C'est incroyable que à ce jour on parle encore des affaires qui datent d'avant élection. Le contentieux ivoirien, c'était un contentieux post-électoral parce que à la rencontre de Pretoria, les fautes des deux camps avaient été absolues. Vous comprenez? On est parti compteur zéro. Le problème c'est... Vous croyez en cela, monsieur? Oui, je crois parce que, écoutez, on a tous des informations sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Au soir de l'élection, à minuit, tous les proches de Gbagbo savaient qu'il a perdu. Son épouse, la terrible Simone, a dit qu'elle n'a rien à faire avec les choses de la terre. Son mari a eu le pouvoir de Dieu. C'est là où tout a dégénéré. Le professeur Mamadou Koulibaly, qui a soutenu Gbagbo à bras le corps, lui a dit nous avons perdu, organisons une opposition républicaine. Madame Gbagbo a failli le faire assassiner. Il a dû se fuir, aller se cacher. C'est pour cela quand vous dites qu'il est revenu alors que les conditions n'étaient pas réunies, je ne sais pas de quelles conditions vous parlez. Gbagbo a été battu à l'élection. Gbagbo n'a jamais été nationaliste. C'est un menteur. Il trompait les gens tout simplement. Il a véhiculé des idiots qui n'étaient pas les siens. Quand mon ami Rodrigue parle de Ocalan, mais il a des idiots véritables. Gbagbo c'était quelqu'un d'invraisemblable, un mythomane. Gbagbo a acheté la résidence désaffectée d'Andrew Young à Atlanta pour plus de 6 milliards, à peine 2 semaines au pouvoir. C'est ça la réalité que les gens ne savent pas. Alors, moi je dis que la Côte d'Ivoire est en train de remonter la pente pour devenir un pays normal. D'ailleurs, il a fallu toute la force de Ouattara et ses relations pour que ce pays ne soit pas complètement à terre. Il est en train de remonter. Il va y avoir élection. L'élection va avoir lieu. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois qu'il y aura l'élection présidentielle et puis la réconciliation va continuer. Les gens là qui s'agitent et voudraient poser des conditions déraisonnables pour bloquer le fonctionnement du pays, ils ne pourront pas. La Côte d'Ivoire va continuer son chemin. Sans le FPI, bien sûr. Alors, je comprends, d'autres disent tu délis souvent. Mais frère, ce n'est pas une histoire de quelqu'un délit. Je ne délie pas. Et je ne peux jamais délirer. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Vous comprenez? Vous qui mettez dans vos têtes Gbagbo a gagné, Gbagbo a gagné. De vous à moi là-haut. Soyons francs, soyons honnêtes, mes frères. De vous à moi. Imaginons, regardons un peu les statistiques. Laurent Gbagbo avait une coalition appelée la LMP, la majorité présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010. Cette coalition a permis à Laurent Gbagbo d'obtenir au premier tour combien de pourcentage? C'est ce que je vous demande. Combien de pourcentage? Il avait eu au premier tour 38% si j'ai une bonne mémoire. Si je me suis trompé sur les chiffres, vous pouvez m'interpeller. À l'aide de cette coalition, il y a eu 38%. Par quel miracle Laurent Gbagbo a pu avoir 52% ou bien 54% au deuxième tour? Qui l'a voté? Si sa coalition qu'il avait fait, la LMP, lui avait permis d'avoir 38% au premier tour, il n'a même pas pu atteindre 40%. Laurent Gbagbo avait reconnu ces chiffres. Il n'a même pas contesté ces chiffres le premier tour parce que ça lui permettait de passer au deuxième tour. Est-ce qu'il avait contesté ces chiffres? Non. Il n'avait pas contesté ces chiffres. Par ricochet, on voit le deuxième tour, Laurent Gbagbo dit qu'il a eu 52 ou 54% et que c'est lui qui a gagné les élections.
Mais ces électeurs étaient passés où au premier tour? Où est-ce qu'ils étaient? Pourquoi ils ne l'ont pas voté au premier tour pour avoir ces 54 ou bien 52% au deuxième truc, au premier tour, pour passer en même temps et battre l'opposition ivoirienne? Mais non, Laurent Gbagbo, il gagne 38%. Le deuxième tour, il dit la 50, c'est-à-dire plus de, je ne sais pas, 15% ou bien 20% sur son électorat. Ou bien 18% sur son... Et ces 18% sont quittés où? De vous à moi. Soyons honnêtes, mes frères. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Sa coalition n'a rien foutu. Or, vous-même, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Bédié a lancé un appel. Et quand Ouzoueba parle, c'est-à-dire Bédié parle, les Baoulés écoutent Bédié. Les Baoulés, ils écoutent Bédié. Vous savez que Bédié a donné l'ordre à ses militants du PDCI de voter tous à Alassane Ouattara. Il y a quelques-uns qui n'ont pas voulu voter à Alassane Ouattara, qui se sont ralliés à Gbagbo. Mais ils étaient combien de pourcentage? Ils étaient combien de pourcents plutôt? Si les quelques-uns qui avaient voté Gbagbo au deuxième tour, qui sont quittés au sein du PDCI, mes frères, ils ne peuvent même pas atteindre 10%. Je vous le dis, ils ne peuvent même pas atteindre 10%. Si même ceux qui ont voté, les électeurs de Bédié qui ont voté Gbagbo, si on mettait ceux-là derrière un candidat en Côte d'Ivoire, ce candidat ne pouvait même pas atteindre 5%. Parce qu'ils n'étaient même pas nombreux. Eux tous, ils ont voté à Alassane Ouattara. Ils ont tous voté à Alassane Ouattara, ce qui a permis la victoire incontestable au deuxième tour d'Alassane Ouattara. Même les proches de Gbagbo ont reconnu la défaite de Laurent Gbagbo. Est-ce que ce monsieur, il est le seul à le dire? Il n'est pas le seul. Il y a des milliers même au sein du pays qui avaient reconnu l'échec l'échec du président Laurent Gbagbo. Donc s'ils ont reconnu l'échec, eux-mêmes ils savent que non, ils ont tort. Mais il y a quel genre d'histoire? Même regardez les statistiques. Pour que Laurent Gbagbo, comment il s'appelle, le président du Conseil constitutionnel, Paul Yaoundé, pour que Paul Yaoundé puisse proclamer la victoire de Laurent Gbagbo, il lui a fallu annuler plusieurs régions du Nord pour dire Laurent Gbagbo a gagné. Mais attendez, mes frères, il lui a fallu l'annulation de plusieurs secteurs du Nord pour dire Laurent Gbagbo a gagné. Mais ça, c'est-à-dire, vous dites Ouattara a perdu. Le seul argument que vous avez, non, pourquoi le nombre de votants est plus supérieur que le nombre inscrit sur la liste électorale dans les régions du Nord? Voilà le seul argument que les membres du FPI avaient. Donc, en voyant cela, il est incontestable que Ouattara n'a pas gagné les élections et qu'il y a eu tricherie. C'est ça, votre argument. Maintenant, l'argument de Paul Yaoundé, il dit, bon, comme ça est comme ça, on va annuler les différentes régions du Nord. Comme il y a eu tricherie là-bas, on va annuler ça et Laurent Gbagbo a gagné. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Moi, dans mon fief, tu vas annuler tout. Et tu vas te dire, tu as gagné. Mais non, mes frères, mais attends, c'est la conjonctivite qui se trouve dans tes yeux. Non, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas accepter. Et toi, tes régions, tu n'annules pas. Mais c'est mes régions seulement tu vas annuler. Mais on ne peut jamais accepter ça. Est-ce que si c'est vous, vous allez accepter ça? Mais comme le FPI avait peur, le FPI a refusé de réorganiser les élections en Côte d'Ivoire. Il fallait, c'est-à-dire, si l'autre accuse l'autre que l'autre a triché, l'autre aussi, il était aussi dans une posture de tricherie. Donc, les deux n'ont pas voulu réorganiser les élections. Chacun contestait qui, parmi eux, a proposé la réorganisation des élections à nouveau. Non, il n'y a eu personne. Et Laurent Gbagbo, c'est lui-même qui contrôlait le moteur électoral en Côte d'Ivoire. C'est à lui de proposer cette idée. Il dit récomptage des voix, n'importe quoi. Le récomptage, ça, c'est encore perdre des moyens financiers. Est-ce que vous comprenez? Ils allaient investir de l'argent là-bas. Après, ils vont dire non, tel a perdu, tel a perdu. Mais frère, il n'y avait plus le temps à perdre. Dans cette histoire de trucs, Laurent Gbagbo avait bel et bien perdu les élections. Lui-même, il est conscient. Même vous-même, les membres du pays, vous qui êtes là, allez-y aux élections, le PDCI et le RDN ont fait coalition, ils vont toujours battre le FPI. Ils
faudrait que cela soit clair. Pourquoi aujourd'hui, Afi, il court, il part convaincre Bédié parce qu'il est conscient. Et quand il fait ça, vous devrez, c'est-à-dire les Ivoiriens, Afi ne peut pas avouer devant le monde entier que Gbagbo a perdu. Mais si Afi court pour dire, sans le PDCI, le FPI, il sera difficile au FPI de gagner. Les membres du RHDP, comprenez, ça veut tout dire. Ça veut dire que les élections présidentielles de 2010, le FPI avait perdu. Donc ils ont compris une leçon. Les membres du FPI ont compris qu'il faut tout faire pour ramener le PDCI dans leur camp, afin de battre le RDR. Parce que si le PDCI, un seul parti politique ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire, mes frères. Un seul parti politique ne peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Or, les autres petits partis politiques avec qui Laurent Gbagbo avait fait une coalition sont des partis politiques qui sont minoritaires en Côte d'Ivoire. Hein? Il avait MFA qui s'était rallié à Alassane. L'UDPCI s'était rallié à Alassane. Le RDS c'était... Parce que MFA, l'UDPCI, ce sont les autres partis politiques qui sont grands. Vous comprenez? C'est-à-dire en dehors du PDCI, du FPI, du RDR, vient l'UDPCI, vient le MFA. Voilà les 5 grands partis politiques de la Côte d'Ivoire. En dehors de ces 5 grands partis politiques, ce sont les autres petits partis politiques. Ils ont combien de pourcentage même? Quand ils partent aux élections, souvent, d'autres ont 1%, peut-être d'autres ont 2%, d'autres ont 0,01%, et puis c'est tout. L'UNG vient de voir le jour. Avant, il n'y avait pas de truc. L'UNG n'avait même pas de truc. Maintenant, peut-être, si Stéphane qui prépare aux élections, il peut maintenant peut-être gagner 5% des voix en Côte d'Ivoire. C'est maintenant, il peut gagner 5%. Sinon, avant, il partait aux élections, mais il a 0,001%. Donc, on ne pouvait pas dire l'UNG avait un pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous prenez tout ça, tous ces grands partis politiques qui ont fait coalition contre le FPI, mais vous pensez que le FPI pouvait gagner une élection? Mais mes frères, quittez dans vos rêves. Quittez dans vos rêves. Vous-même, vous savez, en âme et en conscience que le FPI ne pouvait jamais gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Seul, je dis bien seul. Or, ces 2 grands partis politiques se sont réunis. Et vous voulez faire croire aux gens que non, Gbagbo a gagné. Mais par quel miracle? Par quel miracle? Je n'aime pas la façon dont Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Je dénonce cela, je condamne cela parce qu'il est venu au pouvoir de façon violente, il a tué les gens et là, je suis contre sa pratique. Ah oui, le processus par lequel il a procédé pour venir au pouvoir, je condamne cela parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y avait d'autres moyens pour faire dégager Laurent Gbagbo. Et il ne fallait pas faire parler les armes. Parce que nous savons qu'il avait perdu les élections, mais il y avait d'autres moyens. Comment faire pour l'enlever sans verser le sang? Il y avait d'autres moyens. Je n'ai pas dit aussi, ils n'ont qu'à le tuer, non. Je ne demande pas cela. Mais il y avait d'autres moyens pour faire sauter Gbagbo de son pouvoir. Mais il ne fallait pas verser le sang, ce n'est pas bien. Et d'autres familles souffrent aujourd'hui, c'est ça qui me fait mal. Et je suis contre de le voir être à la CPI. S'il devrait être condamné, jugé, il fallait que les Ivoiriens eux-mêmes le fassent. Comme ça, on allait trouver une solution entre nous, peuple ivoirien, pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc, qu'il sorte de la prison depuis la CPI pour rejoindre son pays natal, la Côte d'Ivoire. Mais pour dire Laurent Gbagbo a gagné une élection en Côte d'Ivoire, voilà là où je suis contre. Voilà, je suis opposé à ça. Et le monsieur qui vient de parler, d'ailleurs, dans ses propos, il dit Laurent Gbagbo à peine de venir au pouvoir 2 semaines, il paye une résidence dans, je ne sais pas si c'est au Cameroun, voilà, il paye une résidence à 6 milliards. Vous trouvez cela normal? Il n'a jamais été nationaliste et les faits sont là. On dit à peine de prendre le pouvoir, il paye une résidence à 6 milliards au Cameroun. Voilà quelqu'un qui, c'est-à-dire 2 semaines après, tu prends le pouvoir, tu n'as même pas regardé si ton peuple vit bien, c'est l'argent du peuple qui prend, tu donnes ça, tu fais sortir l'argent pour payer maison ailleurs, tu t'en payes maison dans d'autres pays. Vous trouvez cela normal? Et encore, ce qui est encore plus pire, ce monsieur, il dit il est nationaliste, et qu'il fait partie des socialistes.
Mais ce monsieur a trompé tous les socialistes du monde. La preuve en est qu'à un moment donné, les socialistes du monde l'avaient verrouillé. Ils ne reconnaissaient plus Laurent Gbagbo parce qu'il les a roulés dans la farine. Il faudrait que cela soit clair. Il ne faut pas ignorer les faits. Les socialistes du monde ne reconnaissaient plus Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, sur le plan international, il n'était plus reconnu par ses collègues socialistes. Parce qu'une fois au pouvoir, il n'a pas coopéré avec les socialistes du monde. Il a coopéré avec les républicains. La preuve en est qu'il a financé Jacques Chirac. Jacques Chirac était qui? Mais c'était un républicain. Il a financé Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était quoi? C'était un nationaliste, non? Il était républicain. Donc, ne soyez pas étonnés de voir les déclarations de M. François Hollande dans l'une de ses vidéos pour dire Laurent Gbagbo ne peut pas rester au pouvoir. Et même, il n'était pas le seul. Parce que tous les socialistes du monde avaient été roulés dans la farine. Parce que quand il était dans l'opposition, il avait fait croire à ses homologues socialistes que oui, lui, il incarnait le socialisme et qu'il menait la bataille du socialisme en Côte d'Ivoire. Ils l'ont soutenu, ils l'ont apporté leur soutien, ils lui ont même donné l'asile en France. Il était en exil en France, mes frères. Il a été nourri par les socialistes français depuis la France. Ah oui, c'est là-bas même. Il a eu son premier enfant, Michel Gbagbo. Pour la première fois, il a eu une femme blanche. C'est là-bas, il a enceinté, il a eu Michel Gbagbo. Il a été nourri, blanchi par les socialistes français. C'est ceux-là même qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ce monsieur, il tourne le dos aux socialistes. Et vous voulez croire en ce monsieur? Non, je suis nationaliste. Il est quel genre de nationaliste? Tu es nationaliste et tu pilles les richesses des Ivoiriens pour financer les élections de d'autres pays. Et la France n'a pas été le seul pays qui l'a financé. C'est-à-dire même les régions, les autres pays frontaliers, et même en dehors de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a financé des gens qui étaient des républicains. Lui-même, il a dit dans l'une de ses vidéos, pour dire, il a financé même les élections présidentielles de d'autres pays. Il a reconnu dans l'une de ses vidéos Laurent Gbagbo, mais il avait financé qui? Des républicains de d'autres pays. Donc, il n'était pas d'ailleurs socialiste, il n'était pas d'ailleurs nationaliste. Parce que quelqu'un qui est nationaliste, il fait tout et il réunit toutes les conditions pour ne pas que son peuple périsse. Avant de sortir ce matin, je fais cette vidéo pour vous faire comprendre. Enlevez cette mentalité dans vos têtes qui dit Laurent Gbagbo a gagné une élection. Parce que tant que cette mentalité sera dans vos têtes, alors mes frères et sœurs, vous perdez votre temps et le combat ne pourra jamais avancer. Mettez une fois pour de bon que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Il a perdu. Est-ce qu'il a fait quoi? Il a perdu les élections. Donc, une fois qu'il a perdu les élections, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous devez vous réorganiser pour essayer de faire des coalitions pour ne plus que le rang de 2010 puisse encore vous trouver sur votre chemin. Mais malheureusement, nous avons en face de nous des gens, des mythomanes. Voilà, parce que Laurent Gbagbo a formé des énergumènes qui ne connaissent pas la politique, qui sont nuls, qui ne savent pas c'est quoi la déontologie, la déontologie politique. Ils ne savent pas comment réunir le système pour pouvoir gagner une élection en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils créent des groupuscules d'individus pour dire Gbagbo ou rien, affidé, gardien du temple. Voilà des gens, des démagogues que je dirais, voilà, qui ne connaissent pas la politique et ils sont toujours retranchés dans leur petit salon en train de faire des vidéos. D'autres sont sur le terrain qui ne valent rien du tout et ils mettent le combat en arrière. Ce sont des gens qui ne connaissent rien et avec ces gens-là, les gens, ils espèrent un jour changer la Côte d'Ivoire. Mes frères, tant que vous serez dans vos logiques, la Côte d'Ivoire ne reviendra jamais aux membres du pays. Avant de vous donner la Côte d'Ivoire, sachez marcher et reconnaissez d'abord l'échec de votre leader appelé Laurent Gbagbo et reconnaissez d'ailleurs que vous êtes dans un faux combat et que vous devez vous réorganiser, que ce n'était pas l'objectif de votre parti. Laurent Gbagbo a financé Jacques Chirac à 1 milliard, c'est-à-dire 1 million d'euros. 1 million d'euros équivaut à 1 milliard de francs CFA. Il a donné ça à Jacques Chirac pour financer les élections présidentielles de Jacques Chirac en 2002. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si c'est 2001 ou 2002. Donc Jacques Chirac quitte le pouvoir en 2007. Donc si Jacques Chirac a quitté le pouvoir en 2007, c'est que c'est en 2002, Laurent Gbagbo avait financé les élections présidentielles de Jacques Chirac. Jacques Chirac était-il un socialiste? Mais je pense qu'il était un républicain.
Laurent Gbagbo l'a financé. Il l'avait financé. Alors, il a donné tous les beaux contrats de la Côte d'Ivoire à Bolloré, c'est-à-dire à truc comme ça, JM, à Bolloré, à Vinci. Il a donné tous ses contrats. Et pendant ce temps, il nous faisait croire. Total, en Côte d'Ivoire, le pétrole, les puits pétroliers, il a donné ça à qui? Laurent Gbagbo a donné ça. Qui a signé le contrat des différents puits pétroliers? Donc, puits de pétrole. Mais c'est bel et bien Total qui a signé. Qui battait les élections présidentielles, c'est-à-dire la campagne électorale de Laurent Gbagbo? L'équipe de communication de Laurent Gbagbo, c'était qui? Mais c'était l'équipe de Bolloré, mes frères. Si vous ne savez rien, je vais vous le dire. C'était, allez-y, cherchez, faites des recherches. Demandez même à Aboudraman Sangaré, lui-même il va reconnaître. C'était l'équipe de communication de Bolloré qui battait campagne pour Laurent Gbagbo. Bolloré est qui? Bolloré est qui? Bolloré est qui? Mais je pense que ce sont les racines de la France-Afrique. Ce sont les branches de la France-Afrique. Et il prend encore cette même France-Afrique pour battre campagne. Et vous venez devant nous pour nous dire Laurent Gbagbo était nationaliste. C'est quelqu'un qui combat ceci. Laurent Gbagbo était tout simplement un mythomane, un grand menteur qui a menti au peuple ivoirien, qui a roulé le peuple ivoirien dans la boue. Il n'a jamais été l'homme idéal alors que les Ivoiriens pensaient qu'il était. Donc, je m'oppose catégoriquement. Qui a donné le port? Le port, il a donné ça à qui? Mais les Boeing ont pris tout ça. Il a donné ça à Boeing, le port, en Côte d'Ivoire. C'est lui, Laurent Gbagbo, qui a livré le port. Donc le port, pendant que Gbagbo était au pouvoir, le port n'appartenait plus aux Ivoiriens. C'est eux, sont des sites. Qui a vendu? Mais Laurent Gbagbo a vendu ça encore. Et aujourd'hui, les factures pleuvent sur les gens. Oui, les factures, mais oui, demandez à votre ex-président parce qu'il a vendu la CIE, la SODECI aux Blancs, aux Français. Il a vendu ça. Donc, c'était quelqu'un qui ne voulait pas le bien-être du pays. Laurent Gbagbo, même dans l'une de ses vidéos, avait même proclamé que la monnaie, le franc CFA était une bonne monnaie. Attends, je vais vous faire écouter la vidéo parce que je n'aime pas les idiots. Je n'aime pas les idiots dans ma vie. Il avait bel et bien dit que le franc CFA était bien. Ceux qui viennent nous dire, Laurent Gbagbo voulait créer une monnaie. Laurent Gbagbo est le franc CFA. Laurent Gbagbo est le français. Vous allez écouter cette vidéo. Écoutez-moi ça. On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là. Le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune. Est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non. Je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Et puis, le Nigeria, c'est un autre cas parce qu'ils sont un gros pays. Bon, on peut avoir d'autres types de négociations et des accords monétaires sans forcément avoir une monnaie commune. Donc, vous voyez, Laurent Gbagbo qui dit que les pays africains avaient déjà une monnaie commune. Donc, il faudrait que ça soit attractif. Il faut tirer le Libéria, la Gambie, le Ghana, la Sierra Leone, mais le Nigeria, c'est un autre cas. Donc, vous avez vu le projet de ce monsieur? C'est avec ce monsieur, vous voulez faire croire aux gens qui voulaient créer une monnaie? Mais mes frères, réveillez-vous. Ce monsieur n'a jamais été nationaliste. Il n'a jamais été un panafricain. Au contraire, il était d'accord avec la France-Afrique. Ce n'est pas cette monnaie que les pro-Gbagbo jubilent sur les réseaux sociaux. Ils crient une fausse monnaie. Le franc CFA n'est pas bon, mais leur leader était d'accord pour le franc CFA. Est-ce qu'ils avaient dénoncé ça à son temps? Ils n'ont pas dénoncé. Et c'est ça que j'appelle l'hypocrisie des membres du FPI. C'est-à-dire, quand c'est de votre côté que vous reconnaissez, non, personne ne dit rien. C'est-à-dire, ça vous fait mal dans vos têtes et dans vos cœurs. Mais vous, comme c'est le PR Gbagbo, Woody a parlé, donc personne ne dénonce le Woody. Mais quand c'est un autre leader, oh, vous allez crier, oh, il adore le franc CFA. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie, les mythomanes. Vous roulez le peuple dans la boue. Laurent Gbagbo disait que le franc CFA était bon.
Mais quelqu'un qui défend le franc CFA, qui a défendu le franc CFA à son temps, vous voulez faire croire aux gens qui voulaient sortir du franc CFA. Laurent Gbagbo a envoyé cette idée de la sortie du franc CFA lorsque il était confronté à des sérieux problèmes en 2011, où il y avait des embargos sur la Côte d'Ivoire. C'est là qu'il voulait sortir du franc CFA. Mais il fallait une pression internationale pour pouvoir avoir cette idée. Mais non, au moment où ça marchait bien, lui il s'en foutait. Donc, imaginons que ça a bien marché jusqu'à il avait laissé le pouvoir. Mais vous pensez qu'à un moment donné, il allait évoquer la question de la sortie du franc CFA? Non. C'est parce qu'en 2011, il y avait des embargos sur lui. C'est là qu'il a dit, bon, si c'est ça, on va sortir du franc CFA. Sinon, Laurent Gbagbo, la sortie du franc CFA n'a jamais été dans son programme. C'était un menteur, ce qu'il vous disait. Il nous disait, nous, Ivoiriens, il mentait, il nous a menti. Le seul qui avait cette idéologie était Feu Bogadoudou. Il était Feu Bogadoudou qui avait cette idéologie de la sortie du franc CFA. Sinon, quant à Laurent Gbagbo, lui c'était un grand menteur. Bogadoudou était le vrai panafricain, le vrai nationaliste. D'ailleurs, comme l'équipe de Laurent Gbagbo n'était pas d'accord avec lui, ils l'ont assassiné. Il a été assassiné par Aboudraman Sangaré, le gardien du temple aujourd'hui. C'est un vrai assassin, ce Sangaré. Sangaré a été un vrai assassin. Vous ne savez pas, mais il est celui-là qui divise le pays. Sangaré est un vrai démon qui est au sein du pays. Et ses manœuvres, c'est d'éliminer tous ceux qui vont contre lui. Ses vœux. Quand tu n'es pas d'accord avec Sangaré, mais tu vas avoir des soucis au sein du pays. Voilà un mythomane, un vrai danger, un tueur, un assassin. La preuve en est que tous ses amis sont condamnés, tous ses amis sont livrés aujourd'hui, tous ses amis sont partis en exil. Ils peuvent rien, même votre leader Laurent Gbagbo est en prison. Lui Sangaré, il n'a rien à foutre. Il est dans les trucs, il se met dans des costumes orange. Si ce n'est pas bleu, c'est vert. Si ce n'est pas vert, c'est noir. Si ce n'est pas noir, c'est rouge. Si ce n'est pas rouge, c'est gris. Et il est toujours là-dedans. Il porte la même couleur du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et il est là. C'est quelqu'un qui livre ses amis au sein du pays, enfin d'être le seul leader au sein du pays. Et demander aux membres du pays que lui, il est le gardien du temple, ils n'ont qu'à le suivre. Voilà un vrai tueur, un assassin. Et il a la base. Si les membres du pays sont aujourd'hui en exil, il a la base. C'est Sangaré qui manœuvre pour le foutre en exil, pour ne pas qu'il revienne en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui joue un double jeu. C'est Sangaré. C'est un vrai danger. Non seulement il a éliminé Boga, parce que pourquoi? Boga est parti au Burkina pour négocier avec Blaise Compaoré, pour ne pas que la rébellion frappe le pays, la Côte d'Ivoire. En ce temps, Sangaré était le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire en 2002, s'il vous plaît. Et regardez votre agenda et vous direz que complètement où il dit la vérité. Il était le ministre des Affaires étrangères. Boga Emile Bogadoudou gérait 2 postes. C'était un avocat international. Il était le ministre des Affaires intérieures. Et en même temps, je dirais, s'il était le ministre de la Défense ou bien... Non, mais je dirais il était le ministre des Affaires intérieures. Et en même temps, un avocat international. Gbagbo savait que la rébellion se préparait depuis le Burkina. Les gens interpellaient Laurent Gbagbo. Même Blaise lui a dit... Si le deal que toi et moi on a signé, c'est-à-dire naturaliser les Burkinabés qui sont sur le territoire ivoirien, afin que ces derniers ne viennent pas au Burkina pour m'emberter, pour ne pas perdre mon pouvoir. Laurent Gbagbo lui a dit, je ne peux pas naturaliser les Burkinabés. Il dit, c'est pas ce qu'on s'était dit. J'ai financé leur pays afin que tu viennes au pouvoir un jour. Et tenir tes promesses. Laurent Gbagbo a roulé Blaise Compaoré dans la farine. Ne soyez pas aussi étonnés si Blaise Compaoré l'a roulé dans la farine. Mais oui, tout se paye bas, tout se paye cash. Il n'y a pas de truc midi à 14h, mes frères. On ne cherche pas une histoire où il n'y a pas de géographie. Tu as fait ça, tu vas payer ça cash. Et donc, cette rébellion se préparait là-bas. Ils se sont parlé. Ils ont dit, laissons la rébellion, elle va venir, on va la mater. Parce que Laurent Gbagbo comptait sur la France. Que si la rébellion rentre, l'armée française va aider l'armée ivoirienne pour mater la rébellion. Voilà ce qui était dans leur tête. Voilà quelqu'un qui dit il combat
la France-Afrique, et qui pensent encore aux soldats français pour dire qu'ils vont les aider. D'ailleurs, si la Lincoln est devenue la Lincoln et est devenue active, la force Lincoln, c'est Laurent Gbagbo qui a signé. Pour dire, la France, on n'a qu'à s'ingérer dans la crise ivoirienne. Ah mais oui, si vous ne le savez pas, Laurent Gbagbo a signé un décret pour dire l'armée française n'a qu'à intervenir pour les aider à mater la rébellion. Et aussi la France n'a qu'à livrer des armes à la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a signé. Et vous êtes étonnés. Et si la France a changé de camp, on est surpris. Mais il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Laurent Gbagbo ne connaissait pas le double jeu de la France. À cause de Chirac, parce qu'il a financé les élections de Chirac, lui, il a fait appel à l'armée française. C'est lui qui a signé pour que l'armée française soit active. Pour s'ingérer dans notre problème. Et l'armée française a joué double jeu. C'est plus tard, il a compris. La France est derrière, mais oui, au début, il ne savait pas que la France était derrière. Au début, il ne savait pas, mes frères. La preuve en est que quand ils ont demandé les armes, la France a refusé de donner les armes. Ils ont donné les armes, ils n'ont pas donné les munitions. Et l'armée ivoirienne était dans des difficultés. C'est là qu'ils ont compris que non, ça n'allait pas. Comme ça ne suffisait pas, Laurent Gbagbo a vu maintenant le jeu de l'armée française. Laurent Gbagbo, encore, il quitte là, il fait appel à l'ONU. Il fait maintenant appel à l'ONU. Voilà comment l'ONU vient sur le territoire ivoirien dans le but de les aider à avoir la paix, lutter contre la rébellion. L'ONU est venu encore jouer le double jeu. Vous comprenez? Donc ce monsieur, il nous a amené toutes les forces démoniaques en Côte d'Ivoire. Et on se plaint. Non, l'ONU pas, mais l'ONU va partir quand? Laurent Gbagbo, depuis l'histoire a été créée là, il a déjà vu l'ONU quitter un territoire comme ça. Quand il partait signer là, vous l'aviez dit quoi? Qu'est-ce que vous aviez dit à Laurent Gbagbo? De ne pas signer ou bien de signer? Mais non, vous avez laissé Laurent Gbagbo signer un décret qui ne pouvait pas arranger les Ivoiriens. Maintenant qu'il était confronté, partagez la vidéo mes frères et sœurs, maintenant qu'il était confronté, nous Ivoiriens, on était confrontés à cette force onusienne, on ne pouvait plus rien faire. L'ONU assassinait les Ivoiriens, la France assassinait les Ivoiriens, on disait quoi? Mais qui est responsable? Moi c'est ça que je dis, si l'ONU a commis des actes négatifs en Côte d'Ivoire, qui est responsable? Qui a mené l'ONU? C'est Laurent Gbagbo. Donc c'est Laurent Gbagbo qui est directement accusé. C'est lui qui est directement responsable. L'ONU était là-bas, aux États-Unis là-bas. Là. Ils n'ont pas dit à Laurent Gbagbo, viens, Laurent Gbagbo les a fait appel. Viens. Donc eux, ils sont partis, ils ont vu un bon territoire, un pays qui est riche. Mais pourquoi? Mais eux, ils pillent l'or, ils pillent tout ce qui est bien. Ils envoient ça. Et puis on est étonné. Mais c'est notre leader, Laurent Gbagbo, qui est à la base de tout ça. Il est à la base de tout ça. Donc Laurent Gbagbo est un grand mythomane, un grand manipulateur, un grand menteur. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est un vrai boulanger. Il a roulé même Gueye dans la farine. Il a roulé Gueye dans la farine. Il pensait qu'il allait rouler la France dans la farine. Mais avec la France, on ne joue pas. Soit tu te rallies ou soit tu les combats. On ne fait pas demi-mesure à la France. Tu veux t'opposer à la France, tu t'opposes. On ne joue pas un double jeu à la France. Tu joues un double jeu, mais mon frère, c'est toi qui tombes. Tu veux combattre la France, tu viens, il faut faire comprendre ta position à la France. Et tu combats la France sérieusement. On ne fait pas un double jeu à la France. Tu veux faire un double jeu, c'est toi qui restes. Tu n'es pas puissant, c'est toi qui veux faire double jeu. On ne fait pas double jeu à la France. Tu veux combattre la France, montre ta vraie position à la France. Il ne faut pas signer des accords avec des entreprises françaises qui vont être sur ton territoire en même temps. Des services secrets qui sont infiltrés là-dedans. Parce qu'au sein de ces services, de ces sociétés qui s'en vont là-bas, les patrons souvent même, ils sont des grands services secrets. C'est des gens qui prennent des informations pour donner ça à l'État français. Même les ONG qui s'infiltrent dans les pays. Tout cela, ce sont des agents de renseignement, des grandes puissances. Mais c'est ce que Laurent Gbagbo ne savait pas. Il voyait tout en bleu. Tu veux combattre la France, il faut combattre cette France. Il ne faut pas faire à peu près jouer double jeu. Avec la France, ça ne marche pas, mes frères. Avec la France, là, ça ne marche pas. Tu veux combattre la France, tu combats la France. Tu ne veux pas combattre la France, il faut les laisser, il ne faut pas jouer à peu près. Voilà quelqu'un qui voulait mener un combat. Lui, depuis qu'il est dans l'opposition, il n'a jamais compris qu'on veut mener un combat. Ce n'est pas seulement avec les gens, c'est-à-dire le peuple, une moitié du peuple. Ton peuple est déjà divisé et tu prends une partie du peuple, tu penses que tu vas gagner un combat. Ton peuple est divisé et tu penses que tu vas gagner un combat avec une partie du peuple.
on veut mener un combat, il faut avoir des alliés puissants. Parce que tu veux combattre une grande puissance. Ce n'est pas un pays régional que tu voulais combattre. Tu voulais combattre une grande puissance. Alors, il fallait signer des contrats de défense aussi, de protection avec une autre grande puissance. C'est fer qui coupe fer. Toi, tu es caoutchouc, tu veux couper fer. La Côte d'Ivoire est un caoutchouc qui veut s'affronter à un fer, à un acier, à l'inox. Mais depuis quand? Alors, pour protéger le caoutchouc, il faut aussi signer un contrat avec un autre fer plus dur que le fer, l'inox. Ou bien l'acier. L'inox est plus dur que l'acier. Il faut signer un contrat avec un pays qui représente l'inox pour faire front à l'acier qui est la France, afin de faire reculer la France dans son projet de déstabilisation. Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Non, le peuple est derrière moi, regardez-moi des gens comme ça. Et il envoie le peuple à l'abattoir. Le peuple ivoirien est armé comment? Il sait que ceux qui viennent, ils sont armés jusqu'aux dents. Maintenant, il dit au peuple, sortez. Nous tous, on est sortis. Ils nous ont matés, Dieu merci, complet n'est pas mort. Ils nous ont matés, mais j'ai vu des proches qui sont morts, mes frères. À Yopougon là-bas. Ah oui, on était là-bas. Des gens sont morts. Et je les ai vus. Je dis, merde, Gbagbo, ça m'a traumatisé, mes frères. J'ai été traumatisé. J'ai fui la Côte d'Ivoire le 4 mars. J'ai quitté le territoire. En ce temps, les bombardements en Côte d'Ivoire, non, c'était trop fort. Laurent Gbagbo avait été déjà arrêté le 11 avril 2011. Le 4 mars 2011, je quitte la Côte d'Ivoire en passant par le Mali. Mais génocide n'était pas génocide, mes frères à Yopougon. C'était la merde. Les gens étaient traumatisés. Tout ça à cause de qui? Gbagbo. Parce qu'il n'a pas su mener sa politique. Il a voulu jouer les uns contre les autres, mais voilà le résultat. La mort du peuple ivoirien. Son arrestation aussi. Quand on vous parle de ça, vous êtes dans des émotions. Je ne suis pas dans l'émotion. Bachar al-Assad a compris que pour combattre toutes les puissances, il fallait aussi s'allier à d'autres puissances. Voilà pourquoi il concède son pouvoir. La Russie le protège. L'Iran le protège aussi. Il fallait signer des accords. Aujourd'hui, l'Amérique ne peut pas l'enlever au pouvoir. La France qui est la France ne peut pas l'enlever au pouvoir. C'est ça. On dit quelqu'un, il connaît. C'est un stratège. C'est un géopoliticien. Il connaît et il sait qu'avec lui seul et son peuple seul, les grandes puissances allaient le dévorer. Le déchirer, l'abattre, c'est-à-dire le tuer de la manière ils ont tué Kadhafi. Ils allaient le tuer comme ça. Maintenant, il a compris que c'est fer qui coupe fer. Si tu combats une rébellion et tu combats aussi les grandes puissances, il faut aussi avoir d'autres grandes puissances avec toi pour protéger non seulement ton peuple qui te défend, et aussi protéger une partie de ton territoire. C'est très important. Laurent Gbagbo n'a pas compris ça comme ça. Il était dans les trucs, il pensait que c'est l'Afrique du Sud qui allait le protéger. Qui est l'Afrique du Sud? Qui est la France? Qui contrôle l'armée en Afrique du Sud? Mais ce sont les petits blancs, ce sont les Anglais. Or, ceux qui sont en Afrique du Sud, c'est une partie du peuple anglais. Ils devraient savoir que les Sud-Africains et les Anglais, ils sont même chauds. Oh, les Anglais, ils ne voulaient pas que Laurent Gbagbo reste au pouvoir. Est-ce que David Cameron voulait que Laurent Gbagbo reste au pouvoir? Mais il ne connaît rien. C'est-à-dire, c'est un militaire, il ne connaissait rien. Des voyous comme ça, qui étaient cadres, ils ne connaissent pas l'histoire du monde. Qui est l'Afrique du Sud? Est-ce que Jacob, Thabo Mbeki, les Jacob Zuma, ils étaient des c'est-à-dire ils représentent l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas eux qui détiennent, qui dirigent la politique sud-africaine. Ils devaient comprendre cela. Ce sont des présidents qui sont là, des marionnettes. Mais en bas, il y a les lobbies. Les lobbies qui sont en bas, qui dictent les lois au Thabo Mbeki, les Jacob Zuma. Ce n'est pas eux-mêmes qui dirigent l'Afrique du Sud. Les vrais points, les points durs, ce sont les blancs qui dirigent là-bas. Oh, ces blancs viennent de l'Europe. Ils ont des liens forts avec l'Amérique, l'Angleterre, la France. Et l'Afrique du Sud est quelle puissance pour empêcher les Français ou bien? Il suffit d'une petite menace et puis ils reculent. Il leur suffit d'une petite menace et puis l'Angola peut protéger la Côte d'Ivoire. Quand? Depuis quand? La Guinée, eux-mêmes, ils ont des problèmes dans leur pays. Et ce sont ces gens-là, Laurent Gbagbo, non, ce sont mes alliés, ils vont me défendre. L'Angola peut te défendre devant la France.
On dit un pays qui possède l'arme nucléaire, qui possède une technologie hors du commun. Et toi, tu t'arraches chez Angola. Les Angolais, eux, ils font quoi? Mais c'est grâce à la Russie, les Angolais sont là aujourd'hui. S'ils ne sont pas attaqués par les Français, la Russie les protège. Les Russes, on les protège. Parce qu'une puissance les protège. S'ils voulaient jouer le double jeu de Gbagbo, mais il y a longtemps, ils ont dévoré aussi l'Angola. Ils dévoraient l'Angola. Aujourd'hui, l'Angola a trouvé la paix. L'Angola a signé des accords durs de défense avec l'État russe. Et les Russes ne permettront jamais à la France ou l'Angleterre ou bien les États-Unis d'aller détruire l'Angola. Jamais. C'est fini. Parce qu'ils ont compris la leçon. Pour se protéger, les Russes, ils ne font pas de coups d'État dans les pays trucs en Afrique. Ils n'ont jamais déstabilisé un régime africain. Quand tu signes des contrats avec eux, ils sont là, tout simplement. Ils ne se mêlent pas de votre politique. Ils coopèrent avec tous ceux qui viennent. Mais ils n'acceptent pas qu'un autre pays vienne faire un coup d'État dans le pays que tu les as confiés. Tu fais ça, tu vas les trouver sur ton chemin. La preuve en est en Syrie. Vous voyez, en Syrie, ils ne jouent pas. Le président ukrainien a voulu faire ça. Vous voyez, ils ont pris une partie de l'Ukraine. Et là-bas, il y a une rébellion qui s'oppose. Il n'y a pas. La communauté internationale allait bombarder ces rebelles. Ils ont mis ces projets sur la table et ils ont dit, en allant bombarder ces rebelles, c'est de s'affronter à la Russie. Ils sont conscients, ils ne peuvent pas aller là-bas, sinon les avions seront abattus en l'air. Ils ont des missiles pour abattre ça. Il n'y a pas un avion futur qui peut aller déverser des bombes. Ces avions seront abattus en l'air parce que c'est une grande puissance. Ils ne jouent pas sur un terrain. Ils ne peuvent pas jouer sur un terrain glissant. Laurent Gbagbo a signé quel accord avec une grande puissance? Il a voulu manipuler les grandes puissances. Les opposer l'une contre l'autre. Mais non, c'est un petit. Il ne connaît pas la politique que les blancs. Il est petit. Et donc voilà où ça a mené le peuple ivoirien. La mort et l'arrestation des gens, l'emprisonnement des gens, l'exil des gens. On parle de ça et vous êtes dans des émotions. Laurent Gbagbo est un vrai mythomane. Il n'a jamais gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Mes frères, même pour venir au pouvoir, il est venu au pouvoir dans des conditions bizarres. Dans des conditions bizarres. Il devrait remercier Dieu. Il devrait remercier Dieu. Il savait, lui-même, il savait qu'en allant aux élections, il allait perdre. Donc Laurent Gbagbo ne voulait pas faire d'efforts pour libérer le pays. Et ça lui, c'était un prétexte pour lui, pour ne pas quitter le pouvoir. Il savait que la rébellion allait venir. Mais comme Laurent Gbagbo ne voulait plus quitter le pouvoir, il a laissé la rébellion rentrer en Côte d'Ivoire. Tout ça pour justifier cela comme quoi il y a une rébellion, on ne peut pas aller aux élections. Il pouvait empêcher cette rébellion de rentrer sur le territoire. Mais lui, sa vision, c'était de laisser les rebelles et après les mater pour les faire isoler et rester au pouvoir. Pour dire, bon, comme les rebelles sont là, il n'y aura pas d'élection. Voilà, en 2005, il n'est pas parti aux élections. Il prenait cette histoire de rébellion pour ne pas aller aux élections. Et ça, c'était un bon plan pour lui. C'était un bon plan pour lui. Donc, Laurent Gbagbo n'a jamais été l'homme à qui on a pensé qu'il était. C'était un vrai menteur. Guégué, il fait jouer encore. Donc, à 11h, je quitte la maison pour aller. Voilà, donc il est encore 9h, mes frères. J'ai tout le temps. Il n'est pas encore 10h même. À 10h, je dois me laver. À 11h, je quitte. Il est vendu à combien? Tes vidéos sont encore sur YouTube. Où tu traites? Mais mes frères, je n'ai pas dit Alassane n'est pas un tueur. Je n'ai jamais négligé ça. D'ailleurs, je dis Alassane a tué, Gbagbo a tué. Moi, ces deux personnes-là, je ne les aime pas. Ma position a été claire depuis le début. Ouattara ou Gbagbo, je ne les aime pas. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Je ne les aime pas. Mais par contre, je dis les actions de Ouattara, c'est-à-dire il construit, lui quand même, il fait des bonnes actions par rapport à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire il a construit le pays par rapport à Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a été un gueulard. Il a beau parler, il n'a rien fait. Je n'aime pas Ouattara dans un domaine et je l'aime dans un domaine. Laurent Gbagbo, je ne l'aime pas dans un domaine, je l'aime dans un domaine. C'est-à-dire ses idées qu'il avait, ses programmes pour le pays, j'aimais ça. Mais sa façon de gérer le pays et son mensonge, je déteste ça. Donc, à ce côté, je n'aime pas. Je déteste ça. Ouattara, il a un côté que j'aime. Gbagbo a un côté que j'aime. Ouattara a un côté que je n'aime pas. Gbagbo a un côté que je n'aime pas. Et c'est ça qui fait que je ne les aime pas tous les deux.
À un moment donné, l'un a menti, l'autre a menti. Donc, ils sont tous des gros menteurs. Mais par contre, si on compare le travail de Ouattara et de Gbagbo, Ouattara a beaucoup fait par rapport à Laurent Gbagbo. Voilà. Il faudrait qu'on se dise la vérité, mes frères. Ouattara a beaucoup fait par rapport à Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait en 10 ans et demi, il n'a rien foutu. Quand on parle de ça, non, rébellion. Mais qui a permis à la rébellion de rentrer en Côte d'Ivoire? Qui était le garant du pays? À qui les Ivoiriens ont confié le pays? Si tu es le gardien de la maison et qu'un bandit rentre dans la maison, mais à qui on doit ça? Mais c'est le gardien. C'est lui qui a laissé le bandit rentrer. Donc c'est le gardien, on doit sanctionner. Si un bandit est rentré sur le territoire ivoirien, c'est Gbagbo qui est responsable. Parce que c'est à lui, on a dit Gbagbo, tiens, il faut surveiller la sécurité de tous les Ivoiriens. Il faut sécuriser notre pays. Et si Laurent Gbagbo, il est incapable de sécuriser notre pays, on va accuser qui? Mais c'est lui le premier responsable. Parce qu'il savait que les rebelles devraient venir. Est-ce qu'il a renforcé la sécurité du Nord? Est-ce qu'il avait renforcé la sécurité du Nord? Est-ce qu'il a envoyé les matériels lourds au Nord pour sécuriser là-bas? Non, il n'a pas envoyé de matériel. Ces gendarmes ont été attaqués et c'est maintenant il dit envoyez les armes là-bas. Mathias Doué, il faut envoyer les armes. Voilà quelqu'un. C'est-à-dire, il n'a jamais été. Il n'a jamais été honnête. Il n'est pas prêt toujours. On dit il y a une rébellion qui se forme au Burkina. Ne me dites pas qu'il n'avait pas de service secret, service de renseignement. Il était au courant. Même avant l'attaque, Ouagadougou a été là-bas. Il prenait tout comme de la plaisanterie. Non, laissez-les, laissez-les. Quand ils vont venir, ils vont nous croiser. Ils pensaient que c'était de la plaisanterie. Au lieu de renforcer la sécurité du Nord, envoyer des blindés à la frontière du Burkina et du Mali ainsi que de la Guinée pour garantir et envoyer des militaires quittant Abidjan pour aller renforcer la sécurité du Nord, en fait d'empêcher toute attaque venant de l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour ne pas pénétrer sur le territoire ivoirien. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, c'est un petit truc en corridor, les douaniers qui étaient là-bas. On dit une rébellion qui se prépare, les gens ont des armes armées jusqu'aux dents. Ils viennent, et toi, ce sont les douaniers, tu laisses là-bas, ils sont là contrôler ton passeport. Mais ils pensent à quoi? S'il y a une attaque, les douaniers peuvent riposter. Non, ils ne peuvent pas riposter. Pourquoi tu as mis des petits douaniers là-bas? Il était conscient qu'il allait avoir une rébellion. Pourquoi il n'a pas renforcé l'armée? Est-ce que vous ne voyez pas la salle? Si on dit il y a une petite attaque ou bien une rébellion se prépare, vous voyez à la salle, il envoie renfort, des armes, les armes lourdes défilent et s'en vont bloquer la frontière, en fait d'empêcher toute attaque. Et donc ceux qui viennent attaquer, ils croient devant eux, en face d'eux, des gens plus armés qu'eux. Donc ils comprennent tout de suite que non, c'est impossible de pénétrer la Côte d'Ivoire. C'est impossible de rentrer et diviser le pays. C'est comme ça. Quand tu vois que là-bas ce n'est pas bon et les bruits courent, il faut renforcer la sécurité. Laurent Gbagbo n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il a tout minimisé dans sa vie. Et vous l'appelez un grand politicien. C'est un vrai mythomane. Moi, je ne peux pas être président d'un pays. Ils vont me dire, à la frontière du Ghana, ou bien au Ghana, il y a une rébellion qui se prépare. Et moi, je vais rester là, les bras croisés, je vais laisser. Mais non, il y a longtemps. Je vais dire, amenez-moi 10 chars à la frontière du Ghana. Renforcez-moi cette frontière. 10 chars, je dis 10 blindés, vont aller là-bas. Je vais déléguer 10 000 militaires bien formés là. Je dis, allez-y, sécurisez là-bas. Si jamais ces rebelles vous pénètrent pour venir dans mon pays, vous serez radiés. Je vais vous remplacer par d'autres jeunes parce que ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur. J'envoie 10 blindés pour sécuriser là-bas. Et puis je vais dire, ok, on va voir. Ces rebelles, ils vont passer par où pour pénétrer mon pays. Et s'il y a des combats, j'envoie encore un autre renfort. Et c'est comme ça, on sécurise un pays. C'est-à-dire quand il y a des combats, des militaires t'appellent pour dire, ah, chef, l'heure est grave, c'est chaud, on veut du renfort. Tu dis, allez-y, tu délègues encore 10 000 militaires, allez-y, les renforcer. Quand les rebelles voient que, ah, ceux qui sont là, ils sont plus nombreux que tout de suite, ils vont se retrouver. Et tu vas sécuriser tes frontières. Fermer même la frontière de ce pays. C'est-à-dire fermer la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Pas de circulation. Tant que cette histoire de rébellion n'est pas encore réglée. C'est comme ça. Fermez tout. Et les autres véhicules qui vont quitter dans les autres pays seront fouillés. Fouillés. Même dans les roues. Avec les chiens. Il faut fouiller. Quiconque cache des armes, quoi que ce soit, c'est 20 ans de prison. Et tout le monde est conscient.
Tu caches un pistolet, on t'attrape, c'est 20 ans. Donc personne ne va jouer pour pouvoir rentrer dans le pays avec une petite arme. Petit pistolet, caracho, c'est 20 ans propre. Et on te mate bien avant de te foutre en prison. Et quand les autres vont voir ça, ils vont dire, oh mon frère, je ne peux pas aller, je n'ai pas envie de prendre 20 ans cadeau. Ah oui, tu as 2 pistolets, c'est 40 ans. 3 pistolets, 30 ans. Ça veut dire, c'est clair. Mais un seul pistolet est égal à 20 ans. Il faut les sanctionner comme ça pour qu'ils puissent se redresser. Il n'a même pas pris des mesures. Des mesures pour empêcher cette rébellion. Et il est surpris. On est surpris. On a été attaqué. Est-ce qu'il avait renforcé la sécurité? Voilà des gens qui sont toujours étonnés. C'est-à-dire, ils posent des actes que même ils sont ignorants. Et par la suite, ils payent sa cash. Et ils sont étonnés. Non, rébellion. C'est même vous étiez à la base de cette rébellion. Cette rébellion a pu joindre le territoire ivoirien à cause de l'ignorance des membres du FPI. Il faudrait que cela soit clair. On est étonné, c'est nous qui pleurons. N'importe quoi. Dieu parle des vrais problèmes. Gbagbo, tout le monde sait que c'est un criminel, on n'a plus son temps. Gaga, donc Guégué, pose ta candidature aux élections suivantes. Gérer Guégué sans être jugé. Mais c'est clair, je n'ai pas dit cette histoire m'intéresse, mais si moi on pleure, je devrais être un candidat quelque part, mais j'allais lutter la députation avec les autres dans ma région proprement à Divo. J'allais lutter, voilà, cette ville de Divo, j'allais lutter d'être le député de Divo, mais que Dieu nous donne une longue vie. On va lutter ça. Et je suis sûr qu'un jour je deviendrai député dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ah oui, on va lutter ce poste. Ah oui, je ne m'amuse pas. Un jour je deviendrai député en Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. Je parle de ça aujourd'hui. Le futur nous donnera raison. On n'est pas dans un mélangement. Nous ne sommes pas dans le discours. Ça là, un jour je deviendrai député. Et on verra la suite. Donc ça, ce n'est pas un sujet à débattre. Voilà. Mais on parle de Laurent Gbagbo. On parle de lui aujourd'hui pour dire qu'il avait perdu les élections. Il ne faudrait pas que ces militants soient étonnés et soient surpris parce que Laurent Gbagbo est à la CPI. Je veux bel et bien son retour en Côte d'Ivoire. Ça, je suis d'accord. Je ne veux pas parce que je ne veux pas le mal de l'autre. Je suis quelqu'un qui a des vrais sentiments et qui aime l'être humain. Donc, je ne veux pas voir l'être humain souffrir. Donc, pour cela, il faut le libérer pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Si on doit l'enfermer dans une résidence surveillée et le nourrir et peut-être un an après le libérer pour dire, bon, ok, tout va bien, tes militants sont calmes, donc on te libère un an après. Voilà. Ça peut se passer comme ça. Mais le mettre à prison à vie, je n'aime pas ça. Je pense qu'il a appris la leçon. Il est conscient maintenant des erreurs du passé et il ne peut plus refaire ces mêmes erreurs. Je ne pense même pas que si Laurent Gbagbo est libre, il puisse encore se jeter dans la politique. Il ne va plus faire la politique. Il va aller se reposer à maman pour manger riz couché avec bro, ou bien foufou couché avec un truc poisson frais. Il va bien manger pour rester là-bas, pour profiter de sa vie. Il ne va plus faire la politique des ignorants du pays qui sont incapables de donner des vrais conseils à leurs leaders. Des gens comme ça qui ont donné des faux conseils aux vieux, qui ont fait, Sangaré même l'a dit. Il dit c'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo de rester au pouvoir et de ne pas démissionner. Toi, tu demandes à l'autre de rester au pouvoir, tu lui donnes des ordres. Maintenant, il a respecté tes engagements, tes propos, tes vœux, tes souhaits. Il a respecté ça. Le voilà en train de croupir en prison. Et toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu portes les Benz et il n'y a personne pour dénoncer cela. Mais il faut être malade mental pour soutenir Sangaré. Parce que c'est suite à ces actes que Gbagbo est là-bas. Sangaré est un vrai roublard. Ce monsieur n'a pas sa raison d'être au sein du pays. C'est un danger permanent. C'est lui, il a dit ça dans son discours. De la fois passée, il a tenu un discours. Il dit c'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner. Et que lui, il est haineux. Il est rancunier. Et c'est Laurent Gbagbo qui n'est pas rancunier. Il a dit ça, il dit c'est Laurent Gbagbo qui pardonne, qui n'est pas, mais lui, Sangaré, il est rancunier. Et lui, il ne pardonne pas. Et que c'est lui qui a demandé à Laurent Gbagbo de ne pas démissionner. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ces actes que votre leader Gbagbo est en prison. Et vous vénérez, c'est-à-dire vous vénérez votre propre sorcier. Mais il faut être un membre du pays pour être un malade mental. Pour vénérer ton propre sorcier.
quelqu'un qui t'a créé des ennuis pour le vénérer. La raison est qu'il n'est même pas inquiété. Est-ce qu'il est inquiété? Il a été torturé par le pouvoir? Jamais. Il vit sa belle vie. Il vit le paradis sur terre, en Côte d'Ivoire. Sangaré vit tout ce qui est le confort. Mais imaginons la jeunesse de la galaxie patriotique. Quel jeune encore qui peut mener des vraies actions en Côte d'Ivoire? Eux tous, ils ont été enfermés. Ils goûtent la maca. Eux tous, ils goûtent la maca. Les chambres de la maca sont réservées pour les jeunes de la galaxie patriotique. Pour aussi les autres opposants. Sangaré n'a jamais goûté la maca. Il ne connaît même pas c'est quoi une résidence surveillée, les pompes. Sangaré ne connaît même pas ça. Il ne sait pas c'est quoi la souffrance. Quand on est dans la politique, la souffrance, Sangaré, il ne connaît pas ce que c'est qu'une souffrance. Il n'a jamais souffert, il n'a jamais goûté une prison quelconque. Et il est là-bas. Oh, pourtant, il était au sein du pays. Il a pris des décisions qui ont créé des troubles dans notre pays, mais il n'a jamais été inquiété. Même que ce soit la communauté internationale, ils n'ont jamais visé Sangaré. Que ce soit le régime Ouattara, n'a jamais visé Sangaré. Vous devez comprendre que ce dernier, il est à la base de plusieurs choses. Cette communauté internationale s'agite contre les Awadomelo, les Kone Katina, les Damana Pikas, le régime Ouattara s'agite contre Damana Pikas, les Awadomelo, les Kone Katina, qui sont hors du pays. Ils s'agitent pour ceux-là. Ils s'agitent pour les Ubeoulay, il y a d'autres aussi qui sont en prison. Mais Sangaré, lui, personne. Non, lui qui? Parce qu'il est le vrai démon au sein du pays. C'est lui qui a la manœuvre de tout. C'est lui qui provoque tout. Mais d'autres, comme ils aiment, c'est-à-dire quand tu aimes quelqu'un, tu ne vois pas ses défauts. Et enlevez les émotions dans vos têtes. Regardez bien les déclarations de Sangaré, les actions de Sangaré. Qu'est-ce qui fait un bilan depuis que Sangaré est là-dedans? Pourquoi il n'est pas inquiété? Pourquoi? C'est la question pourquoi. C'est le pourquoi. Ça, c'est un petit deal. On lui dit il ne faut pas sortir. Ils vont penser que oui, tu as une pression. Mais non, il n'a aucune pression. Il met ses actions. Il a l'argent. Ils n'ont jamais bloqué son compte bancaire. Sangaré n'a pas un compte bancaire bloqué. Son compte bancaire est libre. Il enlève l'argent, il paye les costumes les plus chers. Il coule les costumes les plus chers. Les voitures les plus chères, c'est dedans, il roule. Il dort dans une maison confortable. Dans une maison parasitiaque. Il est dans le confort. C'est vous qui ne comprenez pas. Faites un bilan, mes frères. Un vrai bilan, vous allez comprendre c'est qui Sangaré. Gbagbo est là-bas, c'est Sangaré qui est à la base. C'est lui qui est à la base. Simon Gbagbo est incarcéré, Sangaré est incarcéré. Non, Sangaré n'est pas incarcéré. Oh, les actions de Simon Gbagbo ne sont pas différentes des actions de Sangaré au sein du FPI. De la manière Simon Gbagbo était très dur, c'est comme ça Sangaré était dur. Mais pourquoi il n'est pas inquiété? Mais voilà, c'est-à-dire tous les autres du membre du FPI, ils ont été inquiétés. Ils ont même fui pour aller hors du pays, pour se cacher. Suite à des petites négociations, ils ont pu pénétrer le pays. Ils se sont retournés. Sangaré n'a jamais fui. Sangaré est toujours dans le pays. Il n'a jamais été inquiété par un rebelle quelconque. Sa maison, c'est-à-dire son domicile, n'a jamais été saccagé. Et puis, vous êtes là, vous le suivez bêtement. Il faut des analphabètes, des criquets pour suivre Sangaré, pour ne pas faire des analyses. Mais toujours les membres du pays sont surpris par les actions de leur leader. C'est-à-dire quand leurs leaders font des trucs, ils ne voient pas clair. C'est quand le mal arrive que c'est lui là, vous accusez toujours, mais vous ne vous mettez pas en question. C'est vous qui passez votre temps à accuser les autres. Mais mettez-vous aussi en question. La rébellion arrivée en Côte d'Ivoire, c'est suite à Sangaré. Il était le ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il a empêché la rébellion? Est-ce qu'il a négocié? Il était d'accord. Ça veut dire que depuis le début, Sangaré était impliqué dans cette histoire de rébellion. Il était impliqué. D'ailleurs, il a fait croire à Laurent Gbagbo qu'il faut laisser la rébellion. Si elle rentre, on va la mater. C'est lui qui a donné cette idéologie. Il était déjà complice. Il est complice depuis le début. Il n'a jamais été inquiété par un rebelle quelconque. Non. C'est-à-dire, lui, ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un qui négocie tout ce qui est en fait extérieur. C'est lui, quand on dit ça ne va pas, il se déplace pour aller faire des négociations et trouver des consensus. Sangaré, on dit il y a une rébellion, il n'a jamais bougé, il est toujours dans son fauteuil en Côte d'Ivoire. Parce qu'il savait ce qui se tramait depuis le Burkina. Il ne voulait même pas faire des négociations. Quand Boga Doudou est parti là-bas, il s'est fâché contre Boga. Parce qu'avant, Gbagbo écoutait beaucoup Boga. Il a tout fait pour que Gbagbo puisse haïr Boga.
Et quand cette rébellion est rentrée, pour ça tuer Triko Boga, Sangaré n'a jamais été inquiété. Même son domicile n'a jamais été saccagé. Les rebelles ne se sont pas approchés de son domicile. Jamais. Les rebelles, quand ils ont pénétré la Côte d'Ivoire, ils ne se sont jamais approchés du domicile de Sangaré. Même dans toute la crise de la Côte d'Ivoire, beaucoup ont vu leur domicile saccagé. Sangaré, son domicile n'a jamais été touché. Même une petite aiguille n'a jamais été volée chez Sangaré. Vous devez comprendre. Ce sont des choses qui ne trompent pas. Ce sont des faits. Il faut calculer. Il ne faut pas être dupe dans la tête. Il ne faut pas être un ignorant, un petit idiot, un manipulateur, un démagogue, un petit criquet qui ne raisonne pas. Une petite souris dans la vie. Ça là, ça est là pour raisonner. Qui est véritablement dans le combat? Qui a déjà trahi? Il faut faire un bilan. Depuis que le FPI était au pouvoir et jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais été inquiété? Et pourquoi? Pourquoi? Voilà des questions. Toujours on fait le bilan du passé. Un être humain même normal, quand il est dans la vie et qu'il doit progresser, il fait son bilan. Ah, depuis que je suis né, c'est quoi qui m'est arrivé? Quels sont les trucs, les erreurs que j'ai faites dans ma vie? Et tout. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça? Et il fait un bilan. Et dans quoi je vais m'engager demain? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un échec. Et dans quoi est-ce que je peux m'orienter pour ne plus faire d'échec? Il fait un bilan. Et une fois qu'il a fini de faire un bilan, il prend une décision pour dire, voici mon nouveau truc en chemin. Ma nouvelle ligne de conduite. C'est comme ça un être humain fait. Maintenant, les membres du pays sont incapables de faire leur propre bilan au sein de leur parti. Ils suivent par des émotions. Parce qu'ils aiment quelqu'un. Ils ne pensent plus que ce dernier a fait des erreurs. Ou bien ce dernier trame des choses au sein de leur parti. Ils ne voient pas clair. C'est à un moment donné, il aura une petite révélation plus tard. C'est là, ils vont dire, imbécile, tais-toi, c'est faux. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne prêtent même pas attention. Quand des gens qui ont fréquenté ceux-là font des révélations, ils ne croient pas à ça, ils passent leur temps à insulter, imbécile, tais-toi, traite. Ils ne comprennent pas. C'est des petits idiots qui ont été formés par ces leaders-là pour ne pas faire des analyses, pour ne rien comprendre. Et je comprends, c'est malheureux de votre part. C'est vraiment malheureux de voir des humains censés, possédant des cerveaux dans leur boîte crânienne, qui refusent de raisonner, qui refusent de faire leurs propres analyses. C'est déplorable. C'est déplorable. Et si vous continuez comme ça, votre parti va mourir. Parce qu'il aura toujours des traites comme les Sangaré au sein du parti, pour ne pas avoir pour ne pas que Dieu bénisse ce parti, pour que ce parti meure à petit feu. Parce que chacun met son ego en avant, chacun veut un poste, chacun veut être l'homme fort du parti. C'est moi. Après moi, il n'y a personne. C'est moi. Les gens doivent regarder. Tous les militants doivent me regarder. C'est moi. À part moi, là, il n'y a personne. Et ils sont là. Vous devez comprendre. Donc, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je vous aime. Big up à vous. Je vais m'apprêter à me laver. Ciao, ciao. Voilà, parce que je dois sortir. On est ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Et vive les petits criquets au sein du FPI qui sont des petits mythomanes qui ne comprennent rien. Vive à vous. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui vont voir cette vidéo, ils vont faire travailler leur matière grise, leur cerveau, afin de ne plus tomber dans ce même piège que Sangaré vous a lancé là-dedans. Ciao, et Babo aussi.